Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va bien, David, et je te remercie beaucoup pour l'invitation. J'ai la chance d'être au Brésil et un pays où on parle justement ta langue, C'est ta vrai. langue maternelle, avec sûrement des différences. C'est ça, on parle le portugais au Brésil, en effet. C'est un peu comme il y a une différence un peu équivalente, même si différente, avec le français de France et le français du Québec. Il y a une musicalité différente dans la langue. Mais c'est ça, les langues voyagent et après leur forme change aussi avec ces voyages-là. Effectivement. Et on est dans l'ère de la mondialisation et la traduction gagne en importance. C'est mon domaine de prédilection. Alors, je suis passée de la recherche doctorale à la traduction, comme tu l'as écrit dans le titre. Pour me présenter, c'est que j'avais à l'époque une interrogation sur ce qui se passait dans la tête du traducteur ou de l'interprète. C'est la même chose. Et à l'époque, la traduction était surtout étudiée sous l'angle de la langue, du côté linguistique, et l'autre aspect qui était très développé, c'était les outils d'aide à la traduction. Puis tout ce qui touchait à la personne, ça semblait pas, il n'y avait pas grand-chose. De toute façon, tout le monde parle, tout le monde est capable de s'exprimer. Il y a beaucoup de gens qui sont bilingues ou polyglottes. Alors, on semblait pas s'intéresser à ça. Maintenant, et c'est très complexe tout ça. Alors, c'est là-dessus que je me suis, c'est cet enjeu-là, cette question-là qui m'a interpellée, qui m'interpelle encore aujourd'hui et qui, avec l'arrivée de ChatGPT, qui vient encore là replacer la question de la traduction. Par rapport à ChatGPT, est-ce qu'il va tout faire à notre place? Et la réponse est non. Non. Il pourra aider dans le processus, mais en effet, on n'est pas rendu à de la science-fiction, du niveau science-fiction encore. Donc c'est ça. Donc pendant ton doctorat, tu t'es intéressé au processus cognitif en arrière de la traduction, c'est super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené donc quelle était ta formation antérieure et qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le doctorat, à part la curiosité que tu mentionnais il y a 2 secondes? En fait, j'avais commencé avant de m'en aller en traduction un baccalauréat en sciences, en biologie, que j'ai pas terminé. Puis ensuite, j'ai fait mon bac, ma maîtrise en traduction. Et puis est arrivé le doctorat. Et là, j'ai fait le lien entre la science, la biologie et la langue, le côté linguistique. Alors, c'est comme ça que je suis arrivée à ça. Et quand j'ai terminé ma recherche, je me suis retrouvée, comme tout le monde, désorientée. On a un magnifique diplôme, mais on ne sait pas où on va aller. Là, j'ai commencé à me dire, bon, là, il faut que je rembourse mes dettes d'études. C'était ma première préoccupation. Donc, j'ai fait de la traduction. Et là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait me mettait, j'étais j'étais en avant des autres. J'apprenais la même chose que mes collègues sur le marché du travail, mais beaucoup plus vite et je devenais beaucoup plus productive. Puis là, j'ai commencé à prendre conscience que c'était parce que je savais comment ça se passait dans la tête du traducteur, puis j'avais aussi des résultats probants là, dans ma thèse. Alors, ça a été le premier la première constatation, puis je pense qu'on fait tous cette constatation-là quand on a notre diplôme en poche, c'est qu'on se rend compte que on a acquis une capacité d'apprendre
Et j'ai développé ce qu'on appelle un mécanisme d'expertise que on pourrait dire, parce qu'on peut être des experts, mais on est expert juste dans un petit créneau. Faut pas sortir de notre zone de confort parce que là, on n'apprend plus. Là. Mais avec tout ce que j'avais appris, ben, je continue à apprendre et continue à développer. Alors, je te parlais de ChatGPT. Ben, tout de suite, j'ai fait le lien entre la force de ChatGPT et les processus cognitifs en traduction. Alors, je vois là ce vers quoi il faut s'en aller, ce vers quoi ce n'est pas nécessaire de mettre tant d'efforts, là, ChatGPT. Et j'ai pas la peur non plus que beaucoup de mes collègues en traduction ont, parce que je sais comment ça se passe et comment ça peut venir nous aider. La seule chose que je trouve difficile actuellement, c'est de convaincre les gens du milieu de la traduction de voir les avantages, là, parce que on n'est pas tous rendus à la même Non, c'est place. sûr. J'imagine qu'il doit y avoir une résistance de certaines personnes. Maintenant, retournant à ton doctorat, donc ton objectif avec, parce que c'est quand même un investissement de temps assez conséquent, faire un doctorat. Tu voulais être professeur après? Quand tu as commencé, quand tu t'es lancé, c'était d'enseigner? Oui, et c'était d'enseigner. Puis autour de moi, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'en allaient au doctorat, donc mes chances étaient bonnes. Euh, alors, j'ai pensé, sauf que là, j'étais à une époque où j'élevais mes enfants. Les enfants étaient petits, donc ça m'a pris beaucoup de temps à faire mon doctorat. Puis la situation a changé quand j'ai eu mon diplôme. Les postes que mes collègues qui ont fait leurs études en même temps que moi avaient pu avoir parce qu'eux avaient réussi à faire ça plus vite, étaient plus offerts. Alors là, je me suis retrouvée un petit peu comme je me demandais là, ce que j'allais faire là, avec les connaissances que j'avais. Mmh mh. Et donc, quand tu es arrivé vers la fin, tu as dit que tu t'étais désorienté. Qu'est-ce qui avait changé entre ton objectif au début et le moment où on arrive vers la fin, il faut rédiger? Là, tu disais que tu avais, des contrats de traduction en même temps. C'est quoi qui a changé, à l'intérieur de toi dans ces années entre le début et la fin du doctorat? Ce qui a changé dans dans ma façon, il a fallu que je m'adapte là, à ce changement-là. Je me disais bon, il faut que j'aille au bout là. La première chose, c'est aller au bout à tout prix là, quels que soient les obstacles. Et puis un obstacle arrivait, on le surmonte. En fait, c'est les montagnes russes. On a le premier obstacle, après ça, il y en a un autre. Et j'apprenais tous les jours aussi. Donc ça, c'était ma première. Malgré ce qui arrivait, je me suis dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout et je suis allée jusqu'au bout. Après ça, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, la première chose, c'était justement de me remettre en selle puis de travailler. Par rapport au poste de professeur, ben là, j'ai fait beaucoup de démarches pour avoir du travail. Hein. Et puis là, je me suis rendu compte, parce que je n'étais pas mobile avec les enfants, on peut pas dire, ben tu sais, t'es papa toi aussi, arrive à l'époque, à l'adolescence, tu peux pas dire, ben là, je m'en vais aux États-Unis ou je m'en vais en Europe ou je m'en vais. Alors là, j'étais pour les raisons familiales, c'était ma priorité aussi, là, d'aider les enfants à l'époque où ils avaient besoin de moi. Donc, rester sur place et puis essayer de trouver des façons de faire. Ouais. Très bien, mais ça se passe avec plein de monde. Ça a fait partie de ma décision aussi de partir en rédaction médicale et après en traduction aussi. C'est ce côté-là on nous demande de changer d'université, même changer de province ou de pays pour que ça soit valorisé et en tout cas, c'est pas donné à tout le monde, surtout quand on a déjà une famille en formation. Et donc, aujourd'hui, tu es rendu où? Parce que tu as fait ces études sur la traduction, sur les processus cognitifs. Tu as commencé à faire des contrats, mais là, aujourd'hui, tu es à une place différente. Il y a des années qui sont passées. Tu as différentes expériences professionnelles entre-temps. Tu as ta propre, entreprise. Heu, Peux-tu nous raconter un petit peu toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui?
Alors, ce qui m'a amené toujours dans le contexte que je restais au Québec, je me suis dit, je vais essayer de diffuser l'information auprès de mes collègues pour améliorer pour qu'ils puissent améliorer leur productivité et leur mieux-être aussi. Et parce qu'il y a il y a encore beaucoup d'épuisement professionnel, comme dans beaucoup de métiers, là. C'est pas propre à la traduction, mais la traduction, il y a certaines conditions qui n'existent pas dans d'autres métiers. Et là, l'obstacle, encore là, c'est un obstacle, c'est de trouver la façon de rejoindre les gens qui n'ont pas le temps de se taper des tonnes et des tonnes de lectures scientifiques et de développer un langage pour les rejoindre dans leurs préoccupations. Et c'est là que j'ai développé une formation qui était, le but c'était une approche synergique de la traduction, efficacité, rapidité sans épuisement, à partir d'un corpus de 100 traducteurs et traductrices qui ont exprimé leurs difficultés dans le quotidien par rapport justement à la famille, par rapport aux difficultés aux clients exigeants, aux nouveaux outils d'aide à la traduction, supposément aide qui venaient couper les prix. Et puis, eux devaient jongler avec tout ça. Alors, je suis partie avec ça et j'ai mis au point une approche et j'ai développé aussi l'aspect cohérence cardiaque. Et je disais justement hier, j'étais à la buanderie en train de laver mon linge parce que j'ai pas la machine à laver. Et là, j'avais mon livre sur Translation and Cognition et ça m'a rappelé pourquoi j'avais développé une approche avec la cohérence cardiaque parce que c'est prouvé que ça donne, en baissant notre rythme cardiaque, on a accès plus facilement aux structures syntaxiques et aux structures lexicales. Parce qu'il faut pas oublier qu'en traduction, on a un mécanisme d'inhibition de plusieurs processus qui arrivent, qu'on doit contourner parce qu'on peut pas s'exprimer, on doit bloquer une langue pour pouvoir s'exprimer dans l'autre, mais il faut garder toutes nos deux langues actives pour pouvoir comprendre en même temps. C'est tout un processus compliqué, puis il y a plusieurs processus physiologiques qui interviennent et justement en baissant notre fréquence cardiaque grâce à la cohérence cardiaque qui nous permet d'avoir accès à plus d'informations et de pas être dans l'adrénaline, mais plutôt dans la DHEA, on a accès à beaucoup plus d'idées, beaucoup plus de créativité. Alors, c'est une des stratégies, c'est vers ça que je veux m'en aller, c'est amener les gens à prendre conscience de leurs processus mentaux pour les maîtriser pleinement. Je trouve que ce que tu nous partages est très transférable même à la question aussi de la recherche d'emploi, la recherche de clients. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus parce que tu nous as parlé de cohérence cardiaque, tu as même parlé d'adrénaline et en tout cas, tu des termes un peu techniques, disons, ou d'experts. Est-ce que tu peux les vulgariser un petit peu, expliquer de quoi on parle, peut-être donner un exemple d'exercice de comment est-ce qu'on peut passer de mes idées tourbillonnent dans ma tête par rapport à une question et je vais être capable de ralentir et d'être plus en moyen d'atteindre mon objectif? Oui, en fait, c'est un exercice qui, avec parce qu'on entend parler beaucoup de mindfulness en anglais, de pleine conscience. Tout est relié. On a aussi beaucoup entendu parler de biofeedback, mais actuellement, on entend plus parler de pleine conscience. Alors, grâce à une respiration bien ciblée, axée sur le cœur, on imagine qu'on inspire que la respiration rentre par le cœur et qu'on expire tout ce qui est entre guillemets pas bon par le nez, idéalement. À ce moment-là, on baisse notre rythme cardiaque et on a deux petites glandes qui sont sur les reins, qui produisent justement l'adrénaline et ça fait baisser justement la production d'adrénaline et ça produit de la DHEA. En fait, l'adrénaline et la DHEA, là, je tombe dans le technique, là, mais c'est la même comment je pourrais dire, le même circuit de production chimique.
Mais avec la respiration, il y en a un qui fait de la DHEA, donc qui nous permet d'être beaucoup plus conscient de notre environnement, mais de sortir de l'effet tunnel que l'adrénaline cause habituellement ou le cortisol. C'est plutôt le cortisol dont je devrais plutôt parler. Alors, quand on est en plein cortisol, on est comme nos ancêtres à l'époque des dinosaures. On est en mécanisme fight or flight. Alors, en traduction, c'est pas très bon parce que ça nous enlève plein de capacité à réfléchir. Et puis, donc, quand on se met en DHEA, ben là, on a accès à plein d'informations et on est les émotions de peur sont diminuées de beaucoup. Alors, c'est ça. Très bien. Donc, oui, ça s'applique à tout. Et donc, tu as créé cette formation. Là, clairement, tu travailles encore sur le concept, tu apprends des nouvelles choses pour apporter à cette communauté-là. Mais depuis cette première formation que tu as créée, aujourd'hui, donc, tu as Tradinter, qui est ton entreprise à toi. Comment ça s'est développé? Comment tu as créé disons, ton poste auto-créé que tu occupes aujourd'hui et comment est-ce qu'il t'aide à faire partie de cette communauté, dans le fond, de la traduction? En fait, oui, en fait, ce qui est arrivé aussi avec la pandémie, ça a pris un nouveau tournant comme pour beaucoup de gens. Là, il y avait ce volet-là dont je viens de parler. Puis avec la pandémie, j'ai beaucoup de jeunes collègues que je côtoyais aussi parce que je travaille dans le privé, dans le secteur privé, qui ont perdu leur emploi. Et ça prend à peu près 3 ans au cerveau d'un traducteur pour devenir vraiment professionnel, là. Pas expert, mais professionnel et employable. Alors, il y a beaucoup de jeunes traducteurs qui sont engagés par des grosses entreprises, puis ces jeunes-là ont perdu leur emploi, se sont retrouvés, ils avaient plus cette capacité-là d'aller chercher du travail. Alors là, avec Tradinter, j'ai mis au point un programme de mentorat pour les aider à se relever de devant ce mauvais sort, là, ce coup du sort qui leur est arrivé et se reprendre en main. Alors là, j'ai mis au point un programme de mentorat avec axé sur les valeurs personnelles pour qu'ils puissent se trouver du travail, mais en fonction de leurs propres valeurs et non plus en se disant « Ah, c'est un gros cabinet, moi je veux aller travailler là, je vais faire beaucoup d'argent ». Je les ai amenés à réfléchir sur leurs propres valeurs pour ne pas être en conflit de valeurs ou le moins possible dans l'environnement de travail qu'ils allaient eux-mêmes choisir pour éviter justement d'être se retrouver avec un épuisement professionnel. C'est très long après ça de sortir de ça. Ça, c'était le deuxième volet qui s'est rajouté au premier, là. Ça va bien, là. Je veux dire, j'ai des bons. Ça prend beaucoup de temps, mais ceux qui suivent le programme, 2 ans, 3 ans après, sont encore dans l'emploi qu'eux-mêmes ont choisi. Fait que je me dis, il y a quelque chose qui est là, qui se passe vraiment. Excellent. Donc, tu es parti j'ai fait de la recherche, ça marchait pas à bouger, déraciner ma famille pour aller continuer mon parcours académique. Tu as continué à faire de la traduction, tu as décidé d'aller vers la formation aussi de tes collègues, dans le fond. Et là, aujourd'hui, tu continues, tu as développé cette business-là en bon français. Maintenant, dans tout ça, qu'est-ce que tu identifies comme compétences transversales que tu as amenées de ton parcours de recherche, de ton parcours doctoral et que tu utilises au jour le jour dans ton activité? C'est sûr que le côté formation, tu es en train de lire, de lire et d'apprendre sur donc de la science pour appliquer, mais qu'est-ce que ton parcours doctoral t'apporte et qui te permet, dans le fond, de continuer ton projet d'entreprise, ton projet professionnel différencié? Les résultats de la recherche ce que j'ai obtenu comme résultat significatif. J'ai été chanceuse parce que
on sait, c'est un coup de dé, ça peut ne pas marcher ou on peut faire tout le doctorat puis pas arriver. Ce que j'ai établi de façon significative, c'est que on pense, ma directrice pensait, l'hypothèse sur laquelle on est parti, c'est que on a un hémisphère dans le cerveau, il y a un hémisphère qui est responsable du langage et l'autre plus de la créativité. L'hypothèse, c'était qu'on allait prouver qu'il y avait un hémisphère qui était dominant pendant la traduction. Ou l'interprétation. Alors, on était parti de cette hypothèse-là. Quand on est arrivé avec toutes nos données, c'est pas ça du tout on n'arrivait absolument pas à ça. Alors, ma directrice de thèse a dit, peut-être qu'en retravaillant les données, on va arriver à une dynamique. Et là, on a établi que on commence par, en général, les droits, la plupart des gens sont droitiers, là. Donc, on commence plus avec l'hémisphère gauche. Puis là, quand on devient fatigué, on s'en va vers l'hémisphère de la créativité. Il y a comme un changement qui se fait en cours de route. Alors ça m'a apporté ça. C'est pour ça que je suis arrivée à proposer l'approche dont je parlais. C'était de montrer aux traducteurs, regardez, si vous travaillez de cette façon-là, vous allez être beaucoup moins vous fatiguer. C'est prouvé scientifiquement. Et vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. Parce que justement, vous optimisez le fonctionnement de votre cerveau. Là, le gros problème qu'on a actuellement, c'est pas de former les gens, c'est qu'on est aux prises avec sur le marché plein d'outils d'aide à la traduction qui sont faits par des grosses compagnies et qui ne respectent pas du tout cette façon, qui sont pas basés sur cette façon-là de travailler. Alors, ce qui fait que ça amène beaucoup de friction cognitive. Fait que ça, c'est l'autre difficulté auquel on se heurte actuellement. Fait que c'est ça. Mais c'est ça que ça m'a apporté. Ça m'a apporté, je sais comment ça fonctionne, puis comment optimiser ça pour l'être humain, pour le traducteur. Donc, clairement, directement, les résultats que tu as eus continuent à contribuer à l'approche que tu amènes aux formations et au mentorat que tu donnes. Maintenant, quand on parle plus pas de ton sujet de thèse en soi, mais du processus de faire un doctorat, de faire de la recherche, comment est-ce que ça s'est transféré à ce que tu as fait par après? Parce que j'imagine que dans ta démarche même entrepreneuriale, tu as apporté des choses de ce voyage difficile qu'est le doctorat. Oui, en fait, ce que j'ai fait, ça m'a amené aussi à essayer de concevoir un logiciel d'aide à la révision basé sur ces résultats-là, qui n'a pas vu le jour pour des raisons financières. J'ai pas réussi à trouver de bailleur de fonds. Mais j'ai fait, par contre, le plan d'affaires. Je me suis rendue, donc c'est un peu comme une recherche, beaucoup plus simple qu'un doctorat, mais c'est quand même, il faut aller voir ce qui a été fait avant, ce vers quoi on s'en va et tout ça. Et ça, c'est vraiment le doctorat qui m'a aidé à faire un plan d'affaires beaucoup. Je savais là, vers quoi m'en aller. J'étais aidée par un organisme gouvernemental au provincial, mais je me disais en même temps, c'est pas des spécialistes, eux, ils touchaient à tous les types de plans d'affaires. Et c'est vraiment le doctorat qui m'a amené à structurer mon plan d'affaires et j'en suis encore très fière d'ailleurs. Et je m'en sers encore parfois parce que dans ce plan d'affaires-là, il y a 10 ans, je me suis rendu compte de ce qui s'en venait. De ce qui s'en venait, c'est qu'on aurait de moins en moins de textes simples à traduire, puis de plus en plus de textes compliqués avec des nouvelles réalités à traduire, puis que nous, les traducteurs, on devrait proposer de la terminologie aux chercheurs, qui, eux, font leur choix. Là. Mais nous, on avait cette responsabilité-là. Des façons de s'exprimer aussi en sciences, parce que c'est tout un langage, le langage scientifique, pour décrire des réalités qui s'en venaient. Et c'est exactement ça qui se passe actuellement. Et j'ai vu beaucoup de mes collègues
qui n'ont pas vu venir ça, qui étaient dans leur zone de confort parce qu'ils étaient habitués à faire tel type de texte. Et quand cette réalité-là est arrivée, ben ils n'ont pas réussi à passer à travers. Ils ont trouvé ça très difficile, ils ont même abandonné. Là. Mais moi, je me rends compte que tout ça, je l'ai vu venir. Puis maintenant, je vois les jeunes traducteurs qui arrivent sur le marché du travail, ben, ils sont en plein là-dedans. Ils baignent dans la nouvelle culture. Dans la difficulté, la nouveau, oui, Tu parlais de exactement. friction cognitive. Est-ce que tu peux donner un exemple de qu'est-ce que c'est exactement? Oui. Une friction cognitive, dans ma recherche de doctorat, j'ai établi qu'avec la dynamique dont je parlais précédemment, si on la respecte bien, on fait beaucoup moins d'erreurs de coquilles. On a beaucoup moins de coquilles dans notre texte parce qu'on a ménagé, on a optimisé notre énergie, donc notre attention jusqu'à la fin est relativement bonne. Les frictions cognitives avec les outils d'aide à la traduction, comme on n'est pas dans un environnement qui est propice à ça, on fait beaucoup plus de... Les outils nous obligent à travailler contre ce qui est optimal pour nous. Donc, on fait beaucoup plus de coquilles. J'ai d'ailleurs soulevé dans une table ronde à laquelle l'OTIAC, qui est notre organisme des traducteurs du Québec, pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas au Canada, là, c'était une table ronde à laquelle je participais. On avait un membre, un représentant une grande entreprise qui produit justement des logiciels d'aide à la traduction le plus connu, le plus mieux commercialisé dans le monde. Et j'ai relevé au cours de la discussion, c'était là justement qu'il fallait en parler, j'ai dit votre outil fait qu'il y a plus de fautes qui se font à la fin, on fait plus de coquilles, plus de petites erreurs de grammaire, des virgules, tout ça. Et puis là, j'ai vu que le représentant de cette boîte-là, il s'était jamais posé la question, il n'avait jamais eu cette remarque-là, puis je l'ai vu, il savait pas quoi dire. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, on est pris là-dedans. Là. Très bien. Maintenant, vous avez parlé de votre directrice de thèse, qui, j'imagine, a rempli un peu un rôle de mentor. Mais j'aimerais savoir, dans tout ça, parce que il y a eu ce moment de comprendre, bon, je vais pas poursuivre ma carrière académique, je vais essayer d'utiliser mes résultats pour contribuer dans dans cette communauté de la traduction, à côté de faire la traduction, bien sûr. Est-ce que dans tout ce trajet-là, qui est quand même un grand trajet d'apprentissage jusqu'à l'entrepreneuriat, il y a eu d'autres mentors et comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez trouvé ces gens-là qui ont donné du support ou de l'inspiration pendant Oui, cet apprentissage? j'ai eu une mentor. Oui, une mentor justement il y a quelques années quand j'ai voulu revenir à la charge pour avoir un poste de professeur. Je me suis dit je vais engager c'était une dame qui venait de terminer son doctorat en gestion du changement à l'Université Laval et qui avait elle aussi sa boîte de coaching. Et c'est elle qui m'a aiguillée justement vers la cohérence cardiaque. Elle était titulaire justement elle est allée faire chez ArtMath sa formation aux États-Unis. Elle m'a orientée vers la façon comment je pourrais dire, de présenter ma candidature parce que c'est quelque chose qui ne nous était fait. On finissait notre doctorat, puis allez présenter vos CV. Elle m'a vraiment entraînée pour les entrevues. Comment me vendre. Et je veux dire, j'ai jamais eu de poste de professeur, mais je veux dire une chose que cette dame-là m'a permis, grâce à tous les trucs qu'elle m'a donnés quand je me présentais en entrevue. Souvent, les gens me disaient, mon Dieu, Sylvie, que tu te vends bien. Je savais que je l'avais appris de cette façon-là. Et elle m'a soutenue là-dedans, mais malheureusement, ça n'a pas, je veux dire, c'est pas de sa faute, là, ça s'est pas fait.
il aurait fallu que je quitte, là, en fait, parce que l'endroit où ça se passe actuellement, c'est plus en Europe. La communauté, l'Union européenne ont beaucoup de préoccupations pour la traduction et ils ont, je pense, 25 combinaisons de langues. Alors, eux, ils sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus. Très bien. Et donc, entre la directrice de thèse, cette personne dans ce contexte-là d'essayer de faire un virage professionnel, ces gens-là, les mentors, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nommer comme mentor dans son trajet, mais ce serait quoi une leçon la plus importante que ces personnes-là ont apporté dans votre trajet? Oui, ben la personne, en fait, cette personne-là, c'est la personne, parce que c'est ce que je fais, d'ailleurs, je le transpose dans mon programme de mentorat, je me rends compte, c'est la personne vers laquelle on se tourne quand on a une grosse interrogation, une décision difficile à prendre. Et puis c'est ce que font les mentorés avec moi, c'est que lorsqu'ils arrivent pour prendre une décision, ils ont 3-4 offres d'emploi, puis ils savent plus vers laquelle se tourner et tout ça. Il y a comme, ben celle-là c'est plus payant, tout ça. Et je trouve que c'est ce que le mentor nous donne, c'est comme nous recadrer le plus rapidement possible dans les situations qui sont exigeantes émotivement, là, le moment charnière. Je pense que c'est ça. Et il y a une autre chose aussi, David, si tu me permets, parce que j'ai écouté une autre des rencontres que tu as eues avec quelqu'un qui parlait des mentorats. Maintenant, je recommanderais, ce qui n'existait pas là, dans mon parcours, là, d'avoir différents mentors selon différents aspects. Pour, par exemple, les publications, quelqu'un qui... parce que c'est un peu ce que je dis dans le fond, la dame, elle m'a aidé du mieux qu'elle pouvait, mais c'est ça, c'est de trouver peut-être un deuxième mentor ou un troisième mentor pour différents volets de notre parcours professionnel qui est très complexe. Il ne faut pas se le cacher non plus. Là. Oui, c'est vrai. Après, le défi, c'est de les trouver. Et de trouver quelqu'un avec qui une relation de connaissance va devenir une relation de mentorat. C'est pas donné, ça arrive pas juste comme ça. Mais j'imagine que il faut un certain travail de réseautage. Donc si maintenant disons que tu chercherais une ou un mentor pour un volet particulier de ton trajet, comment tu t'y prendrais? Si j'avais à faire ça, premièrement, toujours dans notre communauté à nous, les traducteurs, je peux pas parler évidemment pour toutes les communautés, mais c'est de faire du réseautage. Là, c'est sûr que la pandémie ne nous a pas aidés, là, c'est sûr, mais là, ça revient à la normale. C'est de faire partie de différentes associations. Par exemple, nous, on a des gens qui sont en littérature, en traduction littéraire. Là, je parlais de l'OTIAC, qui est qui chapeaute toutes les spécialités de traduction, mais il y a aussi des associations de traducteurs littéraires. Donc, de rester selon ses préoccupations professionnelles à l'affût des autres associations où on aurait intérêt à réseauter, là. Alors ça, je trouve ça extrêmement important. La deuxième chose aussi, et puis je le fais faire à mes mentorés, c'est qu'avec la pandémie, on pouvait plus avoir les rencontres personne à personne qu'on avait avant. Alors là, je les ai amenés à développer ce qu'on appelle un portfolio. Ils font travail sur différentes plateformes. Moi, j'ai fait travailler sur Wix, qui coûte pas cher, qui coûte rien si on veut, et de présenter faire leur portfolio en faisant ressortir leurs valeurs aussi à travers par toutes sortes de détails. Ça peut par le choix des couleurs, des photos qu'ils mettent pour montrer leurs intérêts, leurs affinités, ce qui peut faire que l'entrevue peut s'arrêter très rapidement avec un cabinet ou un employeur éventuel parce qu'il va dire « Oh, c'est pas la personne qu'il me faut » ou le traducteur aussi. Alors, moi, c'est ce que je pense qui serait important aussi, c'est d'avoir un portfolio toujours prêt,
qui reflètent notre personnalité, pas juste nos compétences professionnelles ou nos publications, mais aussi ce qu'il y a derrière tout ça, là. Tout ce qui nous anime, la passion, la détermination, etc., etc. Ça me semble très intéressant. Et donc, si c'est sur Wix, ça veut dire que ça prend la forme d'une page web? C'est ça, ça peut être une page web ou ceux qui peuvent aller plus loin, ça peut être 2, 3 pages. C'est laissé puis c'est même à leur discrétion, là. C'est pas un modèle que je propose parce que chaque traducteur ou chaque mentoré est différent. Alors, en fait, le but, c'est d'accrocher accrocher les gens parce que pour pas que notre candidature aille en dessous d'une pile là ou dans le fond d'un répertoire, c'est d'accrocher le plus rapidement possible. C'est pas de la manipulation, c'est tout simplement, on sait que ça se joue très rapidement dans une relation entre personne à personne. Alors, c'est un peu le même enjeu dans l'espace de quelques minutes, accrocher un éventuel employeur, un éventuel mentor, un éventuel directeur ou directrice de thèse le plus rapidement possible. C'est intéressant que tu aies mentionné, c'est pas de la manipulation, parce que c'est vrai qu'il y a souvent une connotation négative à se vendre. Tu sais, tantôt tu as dit que quelqu'un t'a fait le commentaire: «Ah, tu te vends très bien». Ça peut venir de quelqu'un avec une bonne énergie, disons, et un côté positif, mais la même phrase peut venir de quelqu'un avec un poids négatif. Oh, tu te vends beaucoup là. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et je trouve que en tout cas, j'aimerais peut-être te demander de comprendre pourquoi est-ce que des fois il y a cette connotation négative au fait de se «vendre» entre guillemets, quand on est dans une culture où il faut, si on n'est pas proactif à démontrer nos capacités, nos compétences transversales et nos valeurs, eh bien, on va pas sortir du lot. On va être juste sur une pile de CV papier. Qu'est-ce qui est derrière ça culturellement peut-être, qui fait que dans certains cercles, c'est vu d'un mauvais œil, se vendre, encore une fois entre guillemets. OK. C'est vrai que ça peut. Moi, je sais dans quelle la dame qui m'avait dit ça, là, je sais que c'était positif la manière qu'elle disait, mais c'est vrai ce que tu dis là, que c'est une connotation. Ça peut avoir une connotation péjorative. Je sais pas si le terme, en changeant le mot, ça pourrait changer quelque chose. Mais en fait, se vendre, c'est un jeu d'échange. C'est de percevoir la personne à qui on s'adresse et de pouvoir faire ressortir que nous, on a les valeurs, l'expérience pour répondre aux besoins de cette personne-là et que cette personne-là, c'est pas juste une gestionnaire ou une représentante d'une entreprise, mais c'est un être humain qui a sans doute aussi peut-être une famille, qui a des amis, donc, il faut aller sans rentrer dans la vie privée des gens, mais s'adresser à la personne en disant moi, j'ai ces compétences-là, mais ça va vous permettre peut-être de terminer votre journée. Vous êtes sûr, vous allez terminer votre journée à 5 heures, puis vous allez chercher des enfants à la garderie. Là. C'est jamais dit, là. Mais c'est de faire valoir ce petit plus-là qui va faire que vous pouvez sentir qu'avec les compétences que j'ai, vous allez pouvoir vous appuyer, une fois que je vais avoir évidemment passé ma période de probation, vous appuyer sur moi pour les moments plus difficiles où on va pouvoir se parler quand on va avoir des soucis. C'est ça qu'il faut faire valoir, là. Puis c'est pas évident, puis c'est ça. Puis des fois, ça passe, puis des fois, ça Oui, casse aussi, là. mais un défi additionnel, pour lequel j'aimerais avoir, ton point de vue, pour les gens qui viennent du milieu académique, de la recherche, c'est se vendre dans le milieu académique, c'est montrer sa liste de publications, et de présentations et cetera, et après, en dehors du milieu académique, du milieu de recherche, c'est pas ça du tout. Donc les gens que tu mentors, c'est quoi que tu leur conseilles comme disons qu'on part sur un modèle une page. C'est où qu'on commence à
à créer ce portfolio? C'est quoi 2-3 piliers, et points de départ pour commencer à le monter? La première chose que je leur fais faire avant même de faire leur portfolio, c'est un exercice de priorisation de leurs valeurs. Qui justement, ma première mentor dont je te parlais m'a fait découvrir. C'est parce que les jeunes traducteurs, ils connaissent premièrement pas leurs valeurs, ils font pas la distinction entre leurs valeurs personnelles, les valeurs familiales, et tout à l'heure, tu parlais de culture, de valeurs culturelles. Et moi, je les amène sur le terrain des valeurs personnelles parce que c'est là que l'épuisement professionnel peut s'installer insidieusement parce que ça peut prendre des années avant de casser. Alors, la première chose, je leur demande de faire prendre 5 valeurs et de voir ces valeurs-là, de les opposer, voir c'est laquelle, j'ai ces 2 valeurs-là. Mettons, pour moi, l'empathie, c'est important, puis la performance, c'est important. Là, je te donne des valeurs tout à fait comme ça, là. Si j'ai un choix à faire dans mon milieu de travail entre ma performance et mon empathie, laquelle qui va en gagner? Parce qu'on est amené en milieu de travail à un moment donné à faire des choix dans nos valeurs aussi pour continuer à rester dans notre milieu de travail. Alors là, si la personne me dit, ben moi, c'est la performance, c'est sa valeur principale, c'est correct. Si la personne me dit, moi, ma valeur principale, c'est l'empathie, puis là, si je suis obligée, parce que mon patron me met de la pression, de sacrifier de l'empathie pour la performance, ben je serai pas bien. Alors, on commence par ça. Donc, ils arrivent avec une valeur, généralement, la valeur principale, qui est non négociable. Les autres sont négociables, mais la non négociable, ça veut dire que si je la respecte pas un jour ou l'autre, je vais me tricoter un épuisement professionnel. Et là, cette valeur-là doit transparaître justement, dans leur portfolio. Ça peut être par des photos. Ça peut être par des choix de couleurs, c'est ça. Et généralement, étant donné que nous, c'est des traducteurs, je leur fais faire en 2 langues, anglais-français. Alors, Wix offre est merveilleux pour ça. Si on met une photo, mettons qu'on travaille dans l'interface en français, ben ça se transpose automatiquement dans l'interface en anglais. Alors, c'est ça. Donc, ils partent avec ça. Oui. Si les gens veulent te contacter, veulent te poser des questions, qu'ils soient en traduction ou pas, mais par rapport aux thématiques, au sujet dont on a parlé, c'est où qu'ils peuvent te rejoindre? C'est quoi la meilleure plateforme? Alors, la meilleure plateforme, c'est justement sur Facebook, c'est parfait. La deuxième meilleure plateforme, c'est LinkedIn aussi. J'ai une page Travail-Inter sur LinkedIn. Alors, qui n'hésite pas à me envoyer un petit message. J'ai d'ailleurs fait avec des gens en Europe qui voulaient venir faire de la traduction au Canada, qui se demandaient, bon, comment ça fonctionne. J'ai fait du coaching, je les ai dirigés pour leur montrer comment ça fonctionnait, que c'était très différent de ce qui se passe en Union européenne. Et puis, qu'ils n'hésitent pas. Puis, j'ai des adresses vers lesquelles je peux les envoyer et où ils peuvent, à partir de cette plateforme, de ces plateformes-là, ces adresses-là, poser leur candidature dans les cabinets au Canada qui sont toujours à la recherche de pigistes talentueux. Là, il n'y a pas de problème. Très bien, donc Tradinter, c'est assez facile. Ça s'écrit comme ça se dit. Sylvie, ce que je garde de cette conversation, c'est par rapport à la question, dans le fond, toujours de base, de qu'est-ce qu'on fait avec notre doctorat. Eh bien, je sens que ton trajet doctoral, eh bien, il sous-tend tout ce que tu as fait par après, que ce soit directement par le sujet que tu as fait. Donc, on peut baser une carrière professionnelle sur des résultats qu'on a eus à notre doctorat, et ça s'applique en traduction, mais ça peut s'appliquer aussi en sciences de la vie. Il y a plein de monde qui partent en entrepreneuriat pendant leur doctorat ou après leur doctorat. Et tu en es un exemple dans un domaine différent de ceux que moi je connais le mieux. Après, il y a le côté curiosité, veille de littérature, recherche approfondie aussi, qui, de par ce que j'ai compris, fait toujours part ou a toujours fait part ou
où quand tu pars un nouveau projet, il y a toujours ça en dessous aussi. Donc, c'est une forte compétence transversale que tu as apportée avec toi et que tu portes toujours et qui porte tes projets. Après, je pense qu'il y a un côté, tu n'es pas devenu professeur, mais là, tu fais du mentorat et il y a quelque chose qui est resté, j'imagine, de ce désir de partager avec des gens qui rentrent dans un domaine ou qui veulent apprendre un nouveau métier. Dans ton cas, c'est la traduction, d'avoir toi ce rôle de mentor parce que tu as été inspiré par ça, mais j'imagine aussi parce que tu as démarré ton trajet de recherche dans ce désir d'enseigner à un moment donné, et je trouve ça bien qu'on dirait que la boucle se boucle et que tu as réussi à le fond, à l'apporter d'une autre façon. Donc, je trouve que c'est un trajet très intéressant et encore une fois, qui démontre qu'un diplôme doctoral ne sert pas juste à faire de la recherche dans l'académique, mais peut être le moteur de toute une vie professionnelle. Donc, je trouve ça inspirant. Sylvie, je ne sais pas si tu as une dernière réflexion, peut-être pour quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme en traduction, peut-être maîtrise en traduction ou peut-être même doctorat, et qui là se pose des questions et un peu dans le doute. Là, on enregistre, on est en fin de session. Un mot d'encouragement. C'est sûr que la Covid, ça a été un moment encore plus critique pour tous les gens, pour tout le monde, mais pour les gens qui travaillent, ils ont pu être très isolés pendant cette phase-là. Maintenant, on a passé ce chapitre, on espère qu'il reviendra pas. Mais c'est ça, un mot d'encouragement pour ceux qui cherchent un peu à se réorienter après leur diplôme et se disent est-ce que c'était une erreur que de faire toutes ces années-là en recherche ou est-ce que Oh non, c'est en recherche et c'est sûrement pas une erreur parce que on a des gros changements qui s'en viennent avec ChatGPT. Je vais d'ailleurs donner une formation là-dessus qui est en train de s'intégrer dans les environnements de traduction et qui va devenir ça va faire exploser notre créativité de traducteur. Donc, non, ça valait la peine d'aller chercher ces compétences-là. Et puis, aussi, il faut pas oublier une chose, c'est le président sortant de l'OTIAC, M. Donald Parabé, qui a dit que il y a tellement de traductions à faire dans le monde entier qu'il y aurait jamais assez de traducteurs pour traduire tout ce qu'il faut traduire. On est comme, je vois l'image du dragon qui protège le trésor. Là, on est en train d'affronter le dragon là avec ChatGPT là, qui va nous aider d'ailleurs à venir à faire disparaître le dragon pour qu'on ait accès à de plus en plus on va pouvoir faire de plus en plus de traductions et de la traduction de qualité grâce à des outils comme ChatGPT. Mais il faut savoir comment ça se passe dans notre cerveau. Alors non, il y a des choses extraordinaires qui s'en viennent et je pense que la traduction va devenir encore plus intéressante qu'elle ne l'a jamais été. Merveilleux. Eh bien, Sylvie, merci pour ce dernier mot. Merci pour tout ce que tu as partagé dans cette entrevue au-delà de la thèse. Je suis très content qu'on ait pu, on s'en parlait, ça faisait un bout qu'on s'en parlait, et qu'on ait pu le faire finalement, même si tu es au Brésil en ce moment. C'est c'est un autre facteur extra qui est intéressant dans cet enregistrement en direct. D'ailleurs, des fois on entend des petits sons de la rue. Tu es où exactement au Brésil? À Teresópolis, à peu près 1 heure de Rio de Janeiro, dans les montagnes. Encore une fois, merci énormément. Je te souhaite un bon hiver au Brésil. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, avec Sylvie Lemieux. Si tu apprécies le contenu que je produis semaine après semaine, tu peux contribuer à la production du balado en te rendant sur papaphd.com/paypal. Ta contribution sera énormément appréciée. Et si tu veux aider un petit peu plus,
N'hésite pas à partager les épisodes qui t'inspirent avec tes collègues ou avec tes amis. Merci, je suis David Mendes. Au prochain épisode d'Au-delà de la thèse.